Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la première table ronde des doctorales de l'entrepreneuriat et de la valorisation de la recherche édition 2022 de l'AUF co-organisée par Connectinov. J'ai le plaisir de modérer cette première table ronde qui tourne autour de la thématique de la transition de la recherche scientifique à l'entrepreneuriat. Donc pour les doctorants entrepreneurs, le mindset, la valorisation des travaux, mais aussi les programmes d'accompagnement. Donc toute une panoplie de sujets qui touchent vraiment nos doctorants maghrébins, donc tunisiens, marocains, algériens, qui sont nombreux à être connectés aujourd'hui avec nous, qui nous suivent donc, en streaming, en live. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir nos panélistes ici même sur le studio, mais aussi à distance. Donc, j'ai le plaisir d'avoir Madame Elim Saïd, donc la directrice générale de la valorisation de la recherche auprès du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Tunisie. Donc, je vais passer rapidement sur les noms, mais après, je vais surtout leur donner la parole pour qu'ils se présentent, c'est super important. J'ai aussi le plaisir d'avoir Monsieur Pierre de Rimfort, qui est attaché de coopération scientifique à l'Institut français de Tunis. J'ai aussi le plaisir d'avoir sur le plateau avec moi Madame Douha Sabouelji, responsable du programme Mobidoc chez la NPR, donc en Tunisie. Mais aussi, on la voit, Madame Jihen Fouzaï, qui est la responsable du projet de l'AUF Nord-Afrique, et aussi depuis l'Algérie, avec nous Monsieur Mohamed Yassine, qui est consultant international et coach associate Action Learning Institute Algérie. Donc je vais passer la parole un par un à nos invités pour qu'ils nous présentent vraiment leur position, aussi leur institution, avant qu'on démarre les discussions. Madame Elim. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui dans ce panel fort intéressant pour nous. Donc, en fait, je suis directrice générale de la valorisation de la recherche au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et tel que le nom se présente, en fait, la valorisation de la recherche, nous comptons beaucoup sur ce volet très important pour la recherche, transférer la recherche vers une exploitation, une utilisation, un impact. Et du coup, nous avons pris la décision de mettre en place une direction générale pour cadrer et pour être à l'appui à tous les chercheurs et les aider à passer et transférer leurs résultats vers le monde socio-économique, vers une utilisation concrète et réelle. Super, merci beaucoup Madame Douha. Merci pour l'invitation et je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui et surtout dans ce projet de doctoral. Je suis Douha Sabouelji, ingénieure générale à l'Agence nationale de promotion de la recherche scientifique, responsable du dispositif Mobidoc. L'Agence nationale de la promotion de la recherche scientifique, c'est une agence sous tutelle du ministère de l'enseignement de la recherche scientifique. Elle a pour vocation pour faire l'interfaçage entre le monde de la recherche et le monde socio-économique. Et on va voir, Inch'Allah, ensemble après les détails de cette agence. On est en plein dedans pour ce bootcamp de doctorat. Oui. Super. Merci. Monsieur Pierre. Oui, bonjour à tous et merci encore une fois aux organisateurs, à l'AUF, à Connectinov de m'associer à cette table ronde, à côté de Madame Rahim Sayed, Madame Douha de l'NPR et puis nos invités également en Algérie. Donc moi je suis Pierre de Rimfort, attaché de coopération scientifique auprès du service de coopération de l'ambassade de France en Tunisie, dont la particularité est d'être hébergé dans ce qu'on appelle l'Institut français, qui est présent à Tunis, à Sfax et à Sousse. Moi, ma mission principale, finalement, c'est, j'ai l'impression, de plus en plus, je me pose souvent la question, à quoi je sers, c'est quoi mon rôle. Moi, j'ai l'impression d'être un connecteur, en fait, véritablement, connecter des équipes de recherche ici en Tunisie avec des équipes de recherche en France pour développer des partenariats, des coopérations, ce que l'on fait notamment, principalement, mais pas seulement, dans le cadre de partenariats qu'on appelle les partenariats ubercuriens, les programmes PHC. Donc il existe un partenariat ubercurien entre la France et la Tunisie qu'on appelle le PHC UTIC. Il en existe également un autre, et ça c'est une particularité entre la France et les 3 pays du Maghreb. Donc ça tombe bien aujourd'hui, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, qu'on appelle le PHC Maghreb, tout simplement. Et ces programmes permettent de financer des collaborations de recherche entre donc, des laboratoires de l'ensemble de ces pays,
mais des recherches qui, de plus en plus, je me tourne vers Madame Sayed, la préoccupation véritablement, ce sont des recherches à impact, à impact socio-économique, donc ça peut être des travaux de recherche parfois assez fondamentaux, mais de plus en plus, nous attachons beaucoup d'importance à ce que ces travaux de recherche puissent rapidement trouver effectivement des débouchés dans le monde socio-économique. Et corollaire, je dirais, de ces programmes PHC, c'est qu'ils servent également beaucoup à former des jeunes chercheurs, et principalement des doctorants et aussi des post-doctorants. Voilà, excusez-moi d'être un peu bavard. Non, on est là pour discuter aujourd'hui. Je passe la parole à Monsieur Mohamed Yassine. Bonjour à tous, je suis très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Je salue par la même occasion l'excellente initiative. Je vais me présenter brièvement, j'ai plusieurs casquettes. À la base, je suis entrepreneur. L'une des entreprises qu'on a pu lancer, c'est Action Unique Institute, qui est un institut spécialisé dans l'accompagnement des entreprises dans le management, mais également en soutien à certains programmes qui sont liés à l'entrepreneuriat. Donc, des organisations comme l'Organisation internationale du travail ou la GIZ, la coopération allemande ou d'autres institutions nous confient certains projets qui sont un peu dans l'entrepreneuriat le plus habilité en Algérie. À côté, j'ai entrepris des travaux de recherche à l'université de Sheffield en Angleterre sur l'entrepreneuriat également, sur les compétences entrepreneuriales, et également à l'université de Business School Netherlands aux Pays-Bas sur un peu comment on peut utiliser le concept de la méthodologie de l'action research, de la recherche-action dans la valorisation des travaux, disons, des doctorants et comment les rendre, disons, plus applicables dans l'environnement socio-économique. J'interviens dans pas mal de programmes aussi d'incubation, de pré-incubation, également en tant que conseiller ponctuel au profit du gouvernement algérien sur tout ce qui est, disons, politique et action, stratégie, pour développer l'entrepreneuriat, les startups et soutien aux incubateurs. Et donc on soutient des programmes comme pas mal de programmes européens, donc je ne vais pas tous les citer. Donc voilà un peu mon domaine d'intervention. Merci beaucoup pour votre disponibilité et d'être avec nous aujourd'hui. Je passe la parole à Madame Jihen au nom de l'AUF pour se présenter. On aura l'occasion durant donc, cette table ronde d'aller plus spécifiquement dans les détails. Bonjour, donc, je suis Jihen Fouzey, je suis responsable de projet à la direction Afrique du Nord de l'Agence universitaire de la francophonie. Donc, l'AUF mène plusieurs projets structurants qui visent à avancer. La modernisation contribue à la modernisation donc, des systèmes éducatifs en Afrique du Nord. Nous menons aussi des projets en lien avec la promotion de l'excellence universitaire. Nous travaillons également sur l'amélioration ou la montée en compétences donc, des doctorants, notamment mettons en place des projets structurants articulés autour de la recherche et la valorisation de la recherche. Je cite spécifiquement donc, le programme doctoral de l'entrepreneuriat et de la valorisation de la recherche, qui est un programme de l'AUF mené avec ses partenaires socio-économiques pour promouvoir tout ce qui est entrepreneuriat des doctorants, et qui intègre aujourd'hui une trentaine de doctorants qui viennent des 3 pays de la région Afrique du Nord, Tunisie, Algérie, Maroc, avec des casquettes différentes et avec des disciplines plurielles. Madame Jihen, et c'est moi, je vais me permettre de me présenter aussi, vu que je vais modérer cette table ronde aujourd'hui et aussi la table ronde de demain. Donc, Dr Wafé Pied, je suis à la base chercheur. Du coup, je suis l'exemple de la transition académique entrepreneuriale. Donc je suis à la base scientifique en biomédical. Et j'ai fait cette transition-là et je suis cofondatrice de Connectinov, qui est une structure d'accompagnement 100% health tech, donc entre la Tunisie et la France, et prochainement en Afrique, dans d'autres pays, et qui cible du coup à détecter, accompagner et valoriser la recherche dans le domaine de la health tech en Tunisie dans un premier temps, mais dans le Maghreb et l'Afrique en général. Donc après toute cette belle introduction, donc je vais commencer les différentes interactions avec nos chers panélistes. Donc on sait très bien que la recherche proprement dit, la recherche scientifique, elle est là pour apporter une réponse à une problématique scientifique, physique, mathématique, parce que là on parle d'une recherche scientifique en général.
Et l'entrepreneuriat, quant à la partie entrepreneuriale, c'est plus apporter des solutions à des besoins réels. Donc il y a vraiment cette recherche fondamentale, la recherche appliquée et ce passage à l'industrialisation, à la mise en place du coup vraiment de l'entrepreneuriat à partir de ces projets-là. Donc comment on peut vraiment accompagner, valoriser ces travaux de recherche, ne pas les laisser dans un placard, dans un tiroir, parce que ça sert dans un premier temps à publier des articles, à obtenir son doctorat, à obtenir par la suite à valider son postdoc, à valoriser l'institution, l'université, le pays via le nombre de publications. Mais c'est aussi important de passer à partir de cette découverte, ces belles découvertes-là, à un passage industrialisable, à un passage entrepreneurial qui donne encore plus de valeur à tous ces travaux-là. Donc, je vais commencer avec Madame Saïd. Donc, vu vos travaux au sein du bureau de valorisation, donc l'État tunisien donne beaucoup d'importance à la valorisation des travaux de recherche et croit réellement à ce potentiel qui existe en Tunisie pour l'économie tunisienne. Donc, d'après vous, quels sont les obstacles à la transition entre l'académie et l'entrepreneuriat? Parce que c'est pas tout rose, tout fleur, c'est pas simple, c'est vraiment quelque chose de difficile, surtout pour les gens qui ne sont pas initiés. Donc, c'est quoi initialement les majeurs obstacles qu'on rencontre? Merci beaucoup. Effectivement, vous touchez directement au problème, je dirais, majeur de la situation générale. Quand on parle d'une manière générale, comment transférer, comment valoriser, comment mettre ces produits et ce potentiel très important qui provient de la recherche à une exploitation, à une utilisation. Et c'est là où on se rend compte que ce passage n'est pas facile en fait. Parce que d'une manière générale, les chercheurs ont tendance, d'une manière générale, que ce soit chercheurs dans les laboratoires, que ce soit des porteurs de projets de fin d'études, que ce soit des étudiants, des docteurs, des doctorants, ils ont tendance toujours à être dans une situation de confort sans faire d'efforts et penser à un autre cadre au-delà du laboratoire, au-delà de la structure de recherche. Et du coup, cette notion n'est pas encore développée, je ne dirais pas à l'échelle nationale seulement, mais aussi à l'échelle internationale. C'est une culture internationale, malheureusement. Et du coup, cette notion devrait être appuyée quelque part par d'autres personnes qui pourraient être dans l'écosystème de la recherche, mais aussi des personnes qui ont une expérience, des personnes qui ont le savoir-faire, comment transférer, mais aussi il y a le côté institutionnel qui nécessite que, tel que le ministère, tel que les structures, tel que l'ANPR, tel que les agences, les associations présentent leur capacité, le savoir-faire pour aider et orienter et changer le mindset. Effectivement, changer cette culture, je dirais, entre guillemets, traditionnelle peut-être, de la recherche pour pouvoir l'exploiter, l'utiliser et la rendre et la transférer vers un monde autre que les structures de recherche et que les laboratoires. Donc l'appui, en fait, ce qu'on essaye de faire toujours, c'est tout d'abord introduire cette notion dès le départ, dès le choix du projet de recherche. Il faut que le porteur du projet soit conscient que pas nécessairement et pas obligatoirement cette recherche ne peut être orientée que vers une publication. La publication, c'est une partie, c'est une piste, je dirais, limitée peut-être pour l'utilisation du produit de la recherche, mais il faut que dès le départ, cible et analyse ce qu'il va faire en tant que recherche pour qu'il soit utilisable. Utilisable que ce soit dans l'écosystème de recherche académique, utilisable dans le monde socio-économique, utilisable dans le cadre d'un savoir-faire, utilisable dans le cadre d'une création d'une spin-off ou d'une start-up. Et essentiellement, c'est à travers essentiellement la création de spin-off et de start-up que la valorisation soit d'une manière claire et nette, exploitée d'une manière directe et va passer directement vers le marché. Et donc notre appui en fait dans ce sens, c'est un appui au niveau des formations, un appui au niveau des financements, un appui au niveau de l'assistance au niveau du projet,
un appui aussi au niveau de communication et comment transférer ce projet à travers la communication, aussi un projet exploitable dans l'écosystème tout entier et un produit bien évidemment soit dans les meilleurs des cas, c'est ce qu'on souhaite en fait, être utilisé dans l'économie nationale et internationale. Et concrètement, donc si je reprends ce que vous venez de dire, donc c'est vraiment la sensibilisation, c'est cette culture entrepreneuriale qu'il va falloir instaurer au niveau des institutions, au niveau des chercheurs, parce que ils ne sont pas initiés à ça, ils sont encore, donc, comme ce que vous avez dit, le classique, et j'en suis bien consciente. Mais il y a aussi leur expliquer la procédure, parce que quand on discute avec les universitaires, ils ne savent pas comment. Ils ont l'impression que c'est opaque. Comment ça se passe? Est-ce que ça va protéger réellement ce que je fais? Est-ce que je ne vais pas perdre mes travaux? C'est leur bébé, hein, c'est super important pour eux. Donc c'est la procédure réellement. Est-ce qu'il y a une façon de la simplifier, de la rendre plus accessible à eux? Oui, effectivement. D'ailleurs, on a mis en place, en fait, dans ce sens d'assistance et d'appui, des structures d'interfaçage chez eux, chez les centres de recherche, dans les universités, dans les structures de recherche et des laboratoires, avec des personnes clés ayant le savoir-faire, qui ont la capacité de vulgariser en fait ce processus de transfert technologique, mais aussi non seulement vulgariser, mais aussi qui ont la capacité d'évaluer le produit de recherche. Est-ce qu'il pourrait être transféré vers une exploitation dans l'économie, une exploitation dans le terrain, une exploitation qui pourrait être formulée en une entreprise réelle qui soit exploitée et utilisée. Donc une présence par des structures, une présence par des personnes, une présence financière aussi. On oriente aussi le financement, on essaye d'orienter la majorité du financement vers un financement des résultats de recherche à potentiel confirmé, à potentiel exploitable. Et donc, ils ne peuvent pas bénéficier de ce financement que si jamais ils ont un produit valorisable, une maturité intéressante, pour les pousser en fait à travailler sur ce volet-là. Et ceci ne limite pas en fait la liberté de choix de recherche, mais on pousse vers une majorité de produits, de résultats de recherche à exploitation et à utilisation. C'est ça en fait le mot-clé de l'orientation de la recherche pour que en fait les retombées de ces projets, de ces produits valorisés en fait vont être vues sur la recherche elle-même, sur l'économie, sur les structures et surtout quand il s'agit de structures qui se trouvent dans un écosystème complet et réduit, surtout dans les technopoles, là où il y a tous les ingrédients, tous les acteurs disponibles, c'est-à-dire le fournisseur du produit qui sont les chercheurs, les utilisateurs, ce sont les industriels qui ont besoin d'une innovation appuyée par la recherche, et puis l'écosystème d'incubation et d'encadrement dans ces technopoles qui sont les pépinières, les buttes, les centres de ressources technologiques, tout un écosystème complet pour aider et pour en fait travailler sur la recherche-développement, la recherche valorisable, la recherche à caractère et impact très important qui servira pour les chercheurs et pour l'économie du pays. Très bien, super. Donc en fait tous les ingrédients sont là. Maintenant c'est petit à petit que ça va se mettre en place et je pense que des success stories vont encore booster donc cette transition-là. On a toujours besoin d'un exemple qui nous pousse à prendre le bon chemin. Je me tourne vers M. Mohamed Yassine. Donc là on a parlé du cas de la Tunisie via le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur et tous les outils, les leviers qu'ils ont mis en place pour encourager cette transition. Côté Algérie, qu'en est-il? Est-ce qu'il y a des leviers? Est-ce qu'il y a vraiment un vivier de projets de recherche qui sont prêts à être mis sur le chemin de la transition entrepreneuriale? Oui, en effet, il y a des éléments de constat qui sont similaires, il y en a qui sont un peu différents. En fait, il y a un constat dans un premier temps à deux niveaux. Il y a le niveau institution, je veux dire ici l'université en tant qu'institution,
et au niveau des chercheurs eux-mêmes. Et c'est vrai que le constat aujourd'hui au niveau institution, c'est que c'est vrai que l'université a vraiment beaucoup de mal à valoriser les travaux de recherche. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un déficit d'interaction entre l'université et le monde socio-économique. Et en Algérie, même s'il y a effectivement des contrats ou des MOU, disons des contrats de partenariat entre certains instituts ou universités avec le monde socio-économique, mais on a vraiment beaucoup de mal à faire vivre sur le terrain ces conventions. Donc ça se limite à des rencontres une fois, 2 fois par an, mais il n'y a pas vraiment des projets structurants, fédérateurs qui mettent les différentes parties prenantes sur des sujets concrets liés à la recherche. Donc il y a ce premier constat qui est lié au niveau plutôt qui intervient au niveau institution, université et son rôle autour de l'écosystème. Et effectivement, il y a aussi le constat au niveau des chercheurs eux-mêmes, parce qu'il faut revenir aux causes, disons, aux autres symptômes qui sont effectivement l'emploi et la difficulté de trouver un emploi. Donc en Algérie, il y a ce challenge qui est au nombre très élevé d'étudiants qui sont à l'université. On parle d'effet de masse, on est pratiquement à 400 000 étudiants qui sortent chaque année, ce qui est vraiment très important. Donc il n'y a pas forcément de débouché tout de suite pour ces étudiants-là qui se tournent vers des études doctorales pour éventuellement rechercher un emploi au niveau de l'université. Donc on est autour de 60% de ce profil-là de chercheurs qui le fait, si je puis dire, par défaut. Et vous avez le reste, effectivement, qui fournissent un travail de recherche, mais qui n'est pas forcément visible par le monde socio-économique et surtout ce qu'on appelle les interfaces. Des fois, il y a des interfaces qui font cette transition entre le travail de recherche et son application ou même sa communication, sa visibilité au niveau du monde socio-économique. Donc, même s'il y a effectivement cette visibilité, il y a également cette technicité des chercheurs eux-mêmes à traduire un peu leurs travaux de recherche en message qui est clair et qui puisse résonner positivement chez ces éventuels clients qui vont appliquer la recherche. Et là aussi, il y a deux différents niveaux, plutôt deux différentes possibilités, puisqu'on parle aujourd'hui donc le sujet, c'est l'entrepreneuriat. Il y a effectivement des projets qui seront directement financés, qui vont faire l'objet, qui vont aboutir par la création d'entreprises ou de start-up. Mais il y a aussi d'autres cas où on va parler beaucoup plus d'application de la recherche, des travaux de recherche dans des entreprises existantes. Et là aussi où le chercheur doit avoir cette posture intrapreneuriale où il s'agira d'aller aussi chercher des financements, aller lui-même chercher des parties prenantes avec lesquelles il pourra éventuellement, mettre en œuvre son travail de recherche. En termes d'initiatives existantes, il y en a plusieurs. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des conventions. Il y a pas mal de conventions qui sont signées entre les entreprises et les universités. Et ça, c'est dans le cadre où le réceptacle de ces actions-là est au niveau de ce qu'on appelle les Bleus, c'est les bureaux de liaison université-entreprise qui a été créé à l'initiative de l'Organisation internationale du travail, où on a travaillé sur l'implantation de ces bureaux de liaison université-entreprise, où il y a ces personnes ressources-là qui sont en contact permanent avec les entreprises. Vous avez aussi une deuxième initiative qui est un peu pour rendre visibles les travaux de recherche, c'est la création par le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique en Algérie d'une plateforme digitale où tous les travaux de recherche sont disponibles sur cette plateforme. Même si ça a été effectivement lancé il y a 2 ans, ça reste à la version bêta. J'ai été moi-même, utilisateur de cette plateforme. Il y a effectivement pas mal de choses à revoir dessus, puisque ça n'ouvre pas accès, par exemple, au grand public ou aux entreprises. Il faut forcément être, chercheur au niveau d'une institution publique. Vous avez aussi donc un des leviers qui est intéressant, c'est bien évidemment les incubateurs, les pré-incubateurs qui peuvent être au niveau des universités et qui vont fournir vraiment, aussi un contexte dans lequel ces chercheurs-là, que ce soit en leur position de chercheur ou par leur position d'encadreur ou de staff académique qui vont encadrer ces jeunes étudiants porteurs de projets, ça va forcément on le voit, hein, donc il y a pas mal de chercheurs qui, par le fait, encadrent des porteurs de projets
leur donne un peu plus de confiance. Ils sont en contact avec des entreprises ou des financeurs, ce qui réduit un peu, pour reprendre un peu les travaux de Hofstede liés à la culture. On a parlé tout à l'heure de culture. C'est réduire un peu cette peur de l'incertain quand le chercheur est confronté directement, disons, personnellement à des investisseurs ou des entreprises. Il a l'occasion de parler, je dirais, dans un environnement relativement, disons, paisible. Il va un peu parler de ce travaux de recherche. Il va avoir un feedback instantané. Et les incubateurs et les pré-incubateurs ou les maisons de l'entrepreneuriat au niveau des universités algériennes fournissent un peu ce contexte-là où ces différents acteurs de l'écosystème permettent de se réunir autour de cette question de l'entrepreneuriat et de la création concrète de valeur ajoutée en démarrant de la recherche. Donc ça, c'est aussi un levier important. Après, il y a aussi, bien évidemment, le dernier levier, c'est la recherche-action. Et c'est vrai que ça va aussi réduire cet aspect ou ce challenge de la culture, c'est qu'aujourd'hui, la méthodologie de la recherche-action invite le chercheur à faire partie des travaux de recherche comme acteur et non pas juste quelqu'un qui va étudier l'objet de la recherche d'une manière distante. Donc, et dans la méthodologie de la recherche, il y a ce qu'on appelle donc, la planification et l'action, ce qui permettra aux chercheurs d'agir et d'avoir Est-ce que vous m'entendez? Micro aussi. Très bien. Donc, ce qui lui permettra effectivement disons, d'avoir un test rapide de ses travaux de recherche et de voir est-ce qu'effectivement, il peut l'appliquer ou pas. Après, donc voilà un peu globalement. Donc, en résumé, il y a un constat à deux niveaux, institution en tant qu'université et chercheur. Donc, plus on va créer des micro-écosystèmes où il y aura cette interaction, plus on va rendre les travaux de recherche visibles et bien évidemment, centrer ça sur cette, disons, ce marketing lié à l'entrepreneuriat, à la valorisation des travaux de recherche, mais orienté entrepreneuriat. Et en fait, la définition réellement, c'est aussi, ça c'est un point de vigilance, je dirais, c'est que les chercheurs souvent vont démarrer d'un travail de recherche peut-être qui a été, disons, initié par l'université elle-même sur des impératifs de publication, alors que l'écosystème socio-économique est à la recherche de résolution de problèmes concrets. Donc aussi, essayer d'articuler ça sous forme de ce qu'on appelle open innovation, c'est démarrer de problématiques réelles et démarrer les travaux de recherche de cette disons, oui, perspective. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Yassine. Donc, je vois qu'il y a pas mal de points communs entre la Tunisie et l'Algérie. Je pense que c'est le cas aussi pour le Maroc. Donc, on est tous confrontés à des besoins réels de la société, mais aussi des super beaux projets de recherche et des viviers donc, au sein même des technopoles, donc des universités. Donc, tous ces leviers mis en place vont permettre donc, de pousser vers l'industrialisation et l'application de ces recherches fondamentales. Je me tourne vers Monsieur de Ramfort. Donc, vous étiez, avant de devenir l'attaché de coopération scientifique à l'IFT, vous étiez avant le responsable du service partenariat valorisation au CNRS, donc le Centre national de recherche scientifique en France. Et vous allez nous parler un petit peu de cette expérience-là française en matière de valorisation de la recherche, parce que là, on a parlé de l'expérience tunisienne, algérienne, la marocaine, elle est tout à fait similaire. Est-ce que c'est différent en France ? Disons que on a rencontré exactement les mêmes problématiques, hein, bien sûr, au cours du temps. Donc moi, j'ai commencé effectivement dans le partenariat à la valorisation de la recherche, hein, qui est mon métier, il y a une vingtaine d'années, à l'époque où il y avait encore assez peu de contacts finalement entre les laboratoires académiques, assez peu de partenariats. Bon, il y avait quelques partenariats industriels, mais c'était encore assez timide, on ne savait pas gérer la propriété intellectuelle, etc. Bon. Et tout ça, progressivement, avec la création, justement, le CNRS a créé tout un réseau de SPV, de services partenariat valorisation, mais on a l'équivalent en Tunisie avec les BITT, les bureaux de transfert des technologies, donc des structures d'accompagnement local, vraiment au plus près des laboratoires, avec une politique nationale, effectivement, des modèles types de contrats, des contrats de prestation de services, des contrats de collaboration de recherche.
Et puis, avec une mission, c'est un peu porter la bonne parole au sein des laboratoires, hein. Donc, nous allions, et on continue, hein, à porter un peu la bonne parole auprès des laboratoires, hein, expliquer qu'effectivement, eh bien, les travaux de recherche qui sont faits, bien sûr, il y a toujours un objectif académique, hein. On sait que les chercheurs sont des obsédés de la publication, parce qu'il y a une course à la publication, que le système, que l'environnement, on veut que son université, que son organisme de recherche monte dans les classements de Shanghai, etc. Donc, il faut publier de plus en plus. Internet a permis une explosion, une multiplication phénoménale des publications. Donc et les open source, etc. Les open source, etc. Donc on publie, on veut publier, l'impact factor, etc. Donc il y a cette course un peu folle, les colloques, hein, aussi, mais je crois qu'il est important de prendre un peu de recul et d'associer les doctorants. Hein. D'associer les doctorants, ce n'est pas uniquement les encadrants, les professeurs, les maîtres de conférences, les maîtres assistants, etc. C'est associer les doctorants un peu à cette réflexion, prendre un peu de recul sur ces travaux de recherche, et puis dans la mesure du possible, et j'y crois beaucoup, et ça a déjà été dit par nos invités, les panélistes, hein, qui sont déjà exprimés, moi je crois beaucoup aux échanges, hein, effectivement au contact entre le monde socio-économique et pas seulement les industriels, parce que souvent on réduit le monde socio-économique aux industriels, aux brevets, à des produits, etc. Bon, on sait que la mise au point d'un médicament, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'argent entre le moment où l'invention, la découverte de la nouvelle molécule, sa caractérisation, etc., le moment où arrive sur le marché le médicament, il peut s'écouler 15 ans, 20 ans, c'est des investissements considérables, donc il y a des temps très très longs, mais moi je crois beaucoup au contact effectivement entre le monde socio-économique, donc ça peut être le monde associatif, ça peut être des agences d'État, des organismes publics, etc., qui eux aussi ont besoin d'innovation. Et ce n'est pas toujours de l'innovation purement technologique, parce que je trouve, hein, en tout cas moi c'est dans mon expérience, le CNRS se focalisait, comme tous les organismes nationaux de recherche français, je ne vais pas dire de mal, mais le brevet, il faut déposer les brevets, il faut être le premier en nombre de dépôts de brevets. Et on s'aperçoit que, bien sûr, mais tout n'est pas brevetable, loin s'en faut, que dans les laboratoires de recherche et même dans des laboratoires de sciences humaines aujourd'hui, on développe des logiciels, on développe des codes, on parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui, on produit beaucoup de données, donc il y a des données, il y a de l'intelligence, il y a du code, donc tout ça est valorisable, il y a des méthodes, il y a des techniques d'analyse, donc même les économistes, même les juristes peuvent apporter effectivement des solutions en matière d'innovation à des politiques, à des organismes publics, des organisations non gouvernementales. Voilà, ne pas se focaliser que sur l'industriel. Hein. Et donc, moi, je suis vraiment pour les échanges, effectivement, pour que les laboratoires, que le monde socio-économique, effectivement, puissent mieux se connaître, puissent se rencontrer. Donc, on peut provoquer ces rencontres. Ça peut être des journées portes ouvertes. Hein. Je sais que les BUTT en Tunisie organisent des journées portes ouvertes pour visiter un petit peu les laboratoires, présenter les travaux de recherche. Mais ça peut passer aussi par des partenariats, donc des partenariats contractualisés. En général, ben voilà, moi j'ai souvent vu, on commence par une prestation, on fait une prestation de service, voilà, quelques analyses, quelques mesures pour un industriel, on apprend à se connaître, et puis on va aller un petit peu plus loin, on va développer l'industriel petit à petit. En fait, il faut créer la relation de confiance. En fait, voilà, ça c'est le plus difficile. Hein, voilà, il faut créer la relation de confiance avec le partenaire socio-économique. Donc ça peut passer par une prestation juridique, hein, par exemple. C'est pas forcément, encore une fois, technique, technologique, etc. Même si ça existe, mais ça peut être une analyse, la rédaction d'une note de synthèse en matière économique, en matière juridique, en matière, etc. Et créer la relation de confiance avec le partenaire socio-économique et lui faire progressivement comprendre que finalement, il va avoir besoin de vous à un moment donné. Il va avoir besoin de vous parce que la compétition économique, elle est rude hein, dans le monde entier. C'est toujours le premier qui met le produit, le procédé, le service. Hein, voilà, l'innovation, c'est aussi l'innovation de... Il y a le savoir-faire. Voilà, le savoir-faire qui n'est pas appropriable par la propriété intellectuelle. Hein, donc le savoir-faire, il a une valeur. Et dans les laboratoires de recherche, ce sont des mines de savoir-faire. Il y a un capital de savoir-faire qui se construit thèse après thèse. Parfois, voilà, il y a des laboratoires qui ont développé des savoir-faire extraordinaires en 20 ans, 30 ans, 40 ans, en décennies de thèse, hein, parce que c'est souvent les doctorants hein, qui sont, voilà, le doctorant il est focalisé sur son projet de recherche pendant 3 ans, il ne fait que ça, bon, bah, ces encadrants ils ont d'autres occupations, de l'enseignement, de l'administration, etc. Ils n'ont pas le temps d'être au labo, là, d'être à la paillasse, je dirais, alors que le doctorant il est à fond là-dedans.
voilà. Donc favoriser les contacts avec le monde économique, avec les colloques aussi. Hein. Je pense qu'inviter des partenaires socio-économiques à des colloques, hein, que ce ne soit pas simplement des microcosmes entre scientifiques, voilà, que ça reste un entre-soi entre des scientifiques. Et j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, il y a des industriels, enfin en tout cas des partenaires socio-économiques qui décident même d'externaliser, en tout cas ça se fait en Europe, d'externaliser leur recherche-développement, en tout cas le ressourcement scientifique, hein, c'est-à-dire voilà, plutôt que de garder ça en interne. Et j'ai l'exemple en Europe du groupe Peugeot Citroën Automobile qui, il y a une dizaine d'années, a décidé d'externaliser toute sa R&D amont dans des laboratoires publics en France, en Suisse, en Chine, dans le monde entier. Hein. Donc ils ont créé tout un réseau d'Open Lab, hein, voilà, et d'autres industriels ont suivi ça. Hein. Et donc que les doctorants soient associés à ça, hein, soient pris comme ça dans des projets avec des partenaires socio-économiques, ça leur permet peut-être de développer des soft skills qu'on attendra d'eux plus tard, et de se frotter un peu, de prendre du recul par rapport à sa thèse. C'est pas évident, une thèse, 3 ans, ça paraît très long quand on démarre sa thèse. Finalement, le temps passe très vite. Il y a un livrable, il y a son mémoire de thèse, il y a sa soutenance de thèse. On attend de vous de faire 2-3 publications, de présenter ses travaux à un colloque. Mais quand on peut prendre du recul un petit peu, et c'est toujours la valeur de l'exemple, hein, si par exemple il y a une start-up, si le laboratoire dans lequel le doctorant fait sa thèse a produit entre guillemets 1 ou 2 start-up, moi je pense que ça peut être, voilà, les start-up elles restent souvent à côté des laboratoires, donc je crois qu'il faut développer les liens entre le laboratoire et la start-up et y associer les doctorants. Hein. Voilà, que le doctorant, on lui donne un petit peu les outils, l'ouverture pour prendre un peu de recul par rapport à son travail de thèse, hein, qui respire un petit peu et qui se rende compte que voilà, il n'y a pas que son mémoire de thèse, certes c'est un livrable important, mais voilà, que ces travaux ils peuvent intéresser beaucoup de monde. Hein. Et aujourd'hui on est dans une innovation qui va très très vite, hein, et tout travaux de thèse peut donner effectivement naissance à de l'innovation dans tous les domaines. Très bien, donc il y a plusieurs ingrédients en fait, si on les mélange tous ensemble, on va y arriver, hein, parce que entre les centres de transfert de technologie, les pépinières, donc la proximité des autres spin-offs du même centre, les initiatives et financières et d'accompagnement au sein des ministères, mais aussi les structures d'accompagnement externes qui collaborent, donc les PPP, les partenariats privés-publics, en fait c'est plein de choses qui doivent se mettre en place pour que le doctorant, parce qu'il arrive d'un master, il est dans ce circuit académique, en fin de compte, il faut lui faire comprendre que la thèse, c'est pas juste encore une étape avant le postdoc, c'est parce que sinon ils prennent ça comme voilà, une étape où il y a vraiment des KPI, des livrables, en fin de compte c'est tout, alors que ça peut aboutir à tellement plus de choses. Donc là je me tourne vers Madame Jihen. Donc là l'AUF, elle a organisé ses doctorants et l'AUF donc gère ce sujet de valorisation de la recherche scientifique dans sa stratégie globale de 2021-2025. Donc c'est un axe important parmi les 5 défis de cette stratégie-là. Si vous pouvez nous en dire un petit plus et pourquoi c'est tellement important pour l'AUF cette valorisation de la recherche scientifique. Je ne sais pas si Madame Jihen, vous nous entendez? En effet, donc la stratégie... Oui, je vous entends. Est-ce que vous me recevez? Oui, très bien. D'accord. En effet, donc, la stratégie de l'AUF 2021-2025 est articulée autour de 5 axes stratégiques dont les 2 Je pense qu'il y a un petit souci de connexion. Avec la recherche et la valorisation et l'innovation. Est-ce que là vous me recevez? Oui, je pense que le problème technique s'est résolu. En tout cas, je l'espère. On va essayer. On est en live, hein, donc c'est normal. D'accord. Donc, en effet, la stratégie de l'AUF est articulée autour de 5 axes stratégiques, dont les 2 axes ont lien avec la recherche et la valorisation et l'employabilité et l'entrepreneuriat. Promouvoir l'employabilité, l'entrepreneuriat et l'innovation représente pour l'AUF plus que des actions. C'est une philosophie, une vision pour l'avenir, ou construite avec les acteurs de l'écosystème, afin de chercher des nouveaux modèles pour l'employabilité des jeunes, notamment des docteurs. Très bien. Je pense que ça a coupé. L'objectif, c'est d'avoir plus d'impact, un impact durable.
Donc là, vous me recevez? Oui, oui. Donc, à travers les différents à travers les différents programmes et projets de l'AEF, donc menés avec nos partenaires universitaires et partenaires socio-économiques, nous contribuons à apporter des réponses aux questions donc, en lien avec la transformation de la recherche appliquée à des facteurs de croissance économique. Donc, l'établissement des ponts avec terre est primordial. Ce sont des actions prioritaires pour l'AEF afin de promouvoir l'employabilité des doctorants et impulser la création de start-up à forte valeur ajoutée. Donc, les projets que nous menons à l'AEF contribuent à la transformation de la connaissance, contribuent à la transformation de la connaissance et de l'innovation en des nouveaux produits à impact qui peuvent être commercialisables, mais qui riment aussi avec les priorités donc les priorités des pays de l'Afrique du Nord. Est-ce que vous me recevez? Oui, oui, très bien. Donc, on est en train de suivre tous les points que vous énumérez. D'accord. Donc, nos programmes, notamment ceux comme le programme doctoral et les ateliers que nous organisons au sein des universités membres de l'AEF, contribuent à professionnaliser les chercheurs et les doctorants tout en développant. Madame Jihen, je pense que je vais passer à Madame Douha et je reviens vers vous juste le temps de régler les soucis techniques. Très bien, je vais revenir vers vous, Madame Jihen. Donc là, je me tourne vers Madame Douha. Donc la Tunisie a mis en place le dispositif Mobidoc. On en a entendu parler énormément ces derniers temps. Donc il est relatif à la mobilité des jeunes chercheurs, doctorants et postdocs dans le milieu professionnel. On aimerait en savoir un peu plus sur ce système-là, sur cet outil, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier, et en quoi peut-il accompagner donc, les étudiants-chercheurs dans la valorisation donc, de leurs travaux? Merci pour votre question. En fait, je vais commencer par l'AMPR, vu que l'AMPR, c'est le bras opérationnel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et donc, comme c'est déjà cité par Madame Lim, il y a toute une vision, toute une stratégie pour le rapprochement du monde de la recherche au monde socio-économique. Et donc, l'AMPR n'a que mettre en place des mécanismes pour appliquer, pour mettre en place des mécanismes pour appliquer la vision et la stratégie du ministère de l'Enseignement supérieur. Entre autres, donc, parmi ces mécanismes-là, nous avons Mobidoc, et donc tel que son nom l'indique, Mobi c'est pour dire mobilité et Doc c'est pour dire doctorant ou post-doctorant, parce qu'il y a deux variantes de Mobidoc, il y a le Mobidoc doctorant et le Mobidoc post-doctorant. Donc ce dispositif, il a comme objectif, donc, disons, trois objectifs principalement: le rapprochement du monde de la recherche et du monde socio-économique, la mise en place de la recherche tunisienne au profit et à la disposition de notre secteur socio-économique, et donc entre autres défis sociétaux tunisiens. Et pour finir, donc le dernier objectif, c'est de renforcer l'entrepreneuriat de ces jeunes chercheurs dans le monde socio-économique. Donc le Mobidoc, c'est réellement donc, de travailler sur une problématique d'une entreprise ou d'un organisme socio-économique en général. Donc comme c'est déjà discuté, donc on dit toujours un organisme bénéficiaire, c'est un organisme socio-économique, donc ça peut être une association, une administration publique, une entreprise privée, une pépinière, tout dépend du secteur d'activité. Donc nous sommes ouverts à tout type d'organismes socio-économiques, et donc le candidat donc il doit recenser le besoin de cet organisme socio-économique pour travailler ses travaux de recherche, que ce soit le doctorant. Et donc pour le cas du doctorant, c'est plutôt donc la création de la relation au début, c'est plutôt entre la structure de recherche et l'organisme socio-économique. Et donc pour le cas du postdoc, le postdoc, il peut y aller lui-même pour voir avec l'organisme bénéficiaire ses besoins.
Donc, il va travailler la recherche appliquée pendant 24 mois pour un Mobidoc postdoc et 36 mois pour un doctorant. Donc, c'est l'équivalent plus ou moins de chiffres en France. Donc, mais le sujet, est-ce qu'il part vraiment de l'unité de recherche ou est-ce que c'est pour répondre à une problématique? C'est pour répondre à une problématique. Donc, il doit recenser le besoin de l'entreprise et pour répondre à cette problématique de l'entreprise. Donc, comme dans l'innovation. Ah oui, voilà, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, que ce soit le projet de thèse ou le projet ou le stage du postdoc, donc ça va être une réponse, ça va offrir une solution à la problématique de l'organisme socio-économique. Et bien sûr, donc, dans ce dispositif, les différents partenaires ils sortent d'une relation gagnant-gagnant parce que chaque partie elle aura donc un gain en fin du compte. Donc, que ce soit pour l'organisme socio-économique, il sera doté d'une personne aussi qualifiée avec un financement conjoint entre l'ANPR et l'organisme bénéficiaire. Aussi bien, donc, il va nouer des collaborations avec des structures de recherche publiques et du coup, il aura accès au savoir-faire de ces structures de recherche, aux équipements qui existent au niveau de ces structures de recherche. Ça, c'est au niveau des organismes bénéficiaires. Pour les structures de recherche aussi, donc à travers Mobidoc, ils peuvent nouer des relations avec des organismes socio-économiques et donc ils peuvent travailler sur de la recherche appliquée et ils peuvent valoriser leurs résultats de recherche. Et ou le postdoc, donc à travers Mobidoc, le candidat sera encadré donc doublement, que ce soit dans le monde socio-économique avec un responsable professionnel ou surtout pour le doctorant, donc il y aura un directeur de thèse et donc ça peut lui aider, ça peut lui ouvrir des portes pour l'employabilité, que ce soit au niveau de son organisme bénéficiaire ou à travers cette expérience, il peut accéder à n'importe quel autre organisme socio-économique. Et donc en contrepartie, ces candidats, ils auront donc une allocation qui est 1300 dinars en brut par mois pour les doctorants et 1700 dinars en brut par mois pour les postdocs. Donc pendant les 24 mois ou les 36 mois. Donc il y a une incitation financière derrière, mais surtout il y a une ouverture sur le monde économique qui vient dès le départ. Oui, super tout important. Tout à fait. Ben, c'est super. En fait. Plus que ça, juste un petit mot par rapport, donc le Mobidoc et l'ANPR n'assurent seulement pas le financement de cette allocation, mais elle tient aussi à former ces candidats dans plusieurs domaines, dans les soft skills, dans tout ce qui est communication, veille, dans le management de projet, dans le domaine de propriété intellectuelle, de l'entrepreneuriat. Donc c'est un package complet. Oui, c'est un package complet. Donc pour y arriver à la fin du Mobidoc avec un petit manager de projet qui a des compétences, donc qui a eu des compétences et ici là un résultat concret qu'il peut le valoriser à travers une start-up. Donc on a eu pas mal de start-up créées, pratiquement 8 start-up qui ont été créées. Donc je me suis oubliée de vous dire que 2022 nous avons fêté les 10 ans Mobidoc, donc il a été créé depuis 2012. Donc en mars nous avons fêté les 10 ans Mobidoc. Du coup dans ces 10 ans donc nous avons financé plus que 700 projets Mobidoc et donc il y a plus que 8 startups créées, il y a des articles publiés, il y a plus que 16 brevets déposés et donc il y a pas mal d'outputs et des success stories à travers le Mobidoc. Je pense qu'il va falloir les mettre encore plus en avant, ces projets qui sortent de ce programme-là pour motiver, inciter donc les doctorants et les postdocs à y aller, mais surtout à faire aboutir, ne pas juste faire suivre ce parcours-là pour donc le financement et la mise en contact, mais surtout vraiment arriver au KPI de ce programme et cette philosophie-là. Très bien, vu le temps qui nous reste, on va accélérer un petit peu pour qu'on puisse refaire un petit tour de parole. Donc je reviens vers Madame Girel, vu qu'on a été coupé tout à l'heure.
pour et revenir sur l'importance de ces valeurs-là pour l'AUF, mais aussi pour un mot de la fin du tour et pour donner la parole du coup à nos différents panélistes pour vraiment compléter ce qui a été dit. Merci Wafa. Donc justement, donc la stratégie de l'AUF, c'est important pour nous, c'est très important. Donc elle est articulée autour de 5 axes stratégiques, dont les axes stratégiques en lien avec la recherche et la valorisation et l'employabilité et l'entrepreneuriat. Donc promouvoir l'employabilité et l'entrepreneuriat des doctorants et des jeunes représente pour l'AUF plus qu'une action, plus que des actions, c'est une philosophie avec une vision pour l'avenir. Cette vision est co-construite avec les acteurs de l'écosystème et les partenaires universitaires. Donc, justement, nous cherchons des nouveaux modèles d'employabilité des jeunes et des doctorants pour plus d'impact et pour un impact durable. Donc, à travers nos différents programmes et projets de l'AUF, nous contribuons à apporter des réponses aux questions en lien avec la transformation de la recherche appliquée à des facteurs de croissance économique. Et ce, en tissant des liens entre le milieu universitaire et les acteurs socio-économiques. L'établissement des ponts avec des acteurs économiques et sociaux sont prioritaires dans les projets de l'AUF afin de promouvoir l'employabilité des jeunes docteurs et des doctorants et impulser la création de start-up à forte valeur ajoutée. Donc justement, nous essayons à travers les programmes que nous menons à contribuer à la transformation de la connaissance et de l'innovation en des nouveaux produits à impact qui peuvent être commercialisables et qui riment aussi avec les priorités des pays, notamment les pays en Afrique du Nord. Donc les programmes des doctorales, par exemple, que nous menons aujourd'hui, mais pas que, on a aussi d'autres programmes qui sont en lien avec des ateliers que nous organisons dans les universités membres de l'AUF, nous contribuons à professionnaliser les chercheurs et les doctorants, tout en développant non seulement leurs connaissances et leurs compétences scientifiques, mais aussi nous essayons et nous contribuons à améliorer leurs compétences en matière d'entrepreneuriat et de valorisation de la recherche, et nous mettons en place des dispositifs qui aident à acquérir des compétences recherchées dans le monde socio-économique et les soft skills. Donc, je peux citer la capacité de résoudre des problèmes, de devenir plus autonome, de travailler en équipe interdisciplinaire comme le cas aujourd'hui dans le cadre des doctorales, de débattre, d'analyser, d'argumenter leurs travaux, bref, de valoriser tout ce qui est développement de capacités scientifiques, aussi les capacités intrinsèques des doctorants et leurs soft skills. Voilà, donc j'ai essayé un peu de donner l'importance de ces actions-là, donc dans le cadre de la stratégie de l'AUF. Très bien, merci beaucoup. Et ces doctorales, c'est vraiment l'occasion pour nos doctorants maghrébins, donc Maroc, Algérie et Tunisie, donc d'assister à ces tables rondes, d'assister à des formations, d'avoir le droit à des sessions de mentoring et de comprendre la différence du coup entre une présentation, travailler sur un projet purement académique et se préparer du coup à entrer dans un monde plus entrepreneurial et socio-économique à impact. Donc, dernier mot de cette table ronde, afin de laisser 5 minutes de questions pour nos doctorants. Je me retourne vers vous, donc Monsieur de Ramfort. Quels conseils donneriez-vous à nos doctorants? C'est toujours les conseils qu'on demande parce qu'on en a quand même assez. Hein, donc, surtout, comment ils devraient faire pour augmenter leurs chances de réussir cette transition-là? Peut-être, est-ce qu'il y a des petits secrets Des secrets, je ne sais pas, mais on a parlé de mindset, d'état d'esprit. Hein. Je pense qu'effectivement, quand on se lance dans une thèse de doctorat, bon, il y a un diplôme à la fin, c'est certain, il y a ce jalon du diplôme, il y a le mémoire de thèse, la soutenance de thèse, on en a déjà parlé. Mais on entre vraiment, on est étudiant, mais on est déjà on est gestionnaire des projets. Hein. Une thèse, c'est un projet, on gère un projet. Donc on développe des compétences, hein, gérer des parties techniques, des parties administratives, des parties financières aussi. Par ça, vous êtes déjà un peu gestionnaire de projet, vous êtes un peu ingénieur, vous êtes un peu chercheur, vous êtes un peu administratif, etc. Donc, le multitasking. Voilà, le multitasking, exactement. Et ça, voilà. Vous n'êtes plus en master, vous n'êtes plus... donc vous développez des compétences qui peuvent vous servir effectivement.
et pour développer une activité, par exemple, sur la base de vos travaux de thèse. Mais moi, ce que je crois, ce qui compte beaucoup, c'est l'ouverture d'esprit. Hein, voilà. C'est sûr que c'est pas évident quand on a sa thèse. Voilà, il faut produire des résultats. Votre directeur de thèse vous pousse évidemment, et c'est son rôle à produire des résultats. Puissiez présenter dans des colloques, puissiez rédiger des articles, vos premiers articles, etc. Mais l'important, c'est voilà, il y a un monde qui bouge très vite autour, il y a des défis colossaux à relever, le changement climatique, la pollution, voilà, pollution plastique. Hein. En ce moment en Tunisie, il y a le bateau Plastique Odyssée qui est là pendant 3 semaines, qui va faire le tour de la Méditerranée pendant 3 ans. Il y a le problème de la gestion des déchets, il y a la matière première végétale, la biomasse végétale qui est produite par l'industrie agricole dans les pays du Maghreb. Je pense à l'industrie de l'huile d'olive, mais également voilà, qui produisent des quantités énormes de matières premières que l'on peut valoriser. Donc, essayez, enfin, si j'ai un conseil à donner, voilà, restez connectés, restez en éveil. Voilà, restez en éveil, regardez un petit peu. Et parfois, voilà, il y a tellement de choses à faire. Hein, et voilà, et vous êtes les forces vives, hein, véritablement. Hein, vous représentez l'avenir de vos pays respectifs. Hein, donc c'est vous on a confiance en vous, hein, véritablement. Vos pays ont confiance en vous. Ils ont investi dans votre formation. Donc voilà, il y a des solutions à trouver pour résoudre les nombreux problèmes, malheureusement, que nos sociétés ont affrontés. Et je rappelle, il y a des financements, on n'en a peut-être pas parlé, il y a des financements européens également qui permettent d'associer des partenaires publics, des partenaires privés. Il se trouve que la Tunisie aujourd'hui est le seul pays du continent africain à être associé au programme cadre européen de recherche et innovation Horizon Europe. Le Maroc est en pourparlers, hein, donc ça viendra peut-être, voilà. Donc c'est une opportunité, il y en a d'autres, hein, il y a les programmes Prima, il y en a d'autres. Saisir les occasions. Voilà, saisir les occasions, et puis à la limite, je dirais même, poussez vos encadrants à aller les chercher, ces occasions. Si naturellement, eux, ils n'y vont pas en disant « mais oui, mais voilà, on peut travailler avec des pays européens, dans Horizon Europe, etc. » Voilà, mais restez en éveil et essayez de prendre un peu de recul. Regardez à 360, hein, parce que le monde bouge très vite, hein, tout va très très vite. Très bien. Et il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine agricole, dans le domaine... Bon, voilà. Super, merci pour les conseils, Madame Lim. Donc, j'ai une dernière question par rapport aux structures d'accompagnement qui voient le jour de plus en plus en Tunisie et dans le Maghreb en général. Comment le ministère se positionne-t-il pour pousser plus les chercheurs à mieux structurer leurs projets, pour aider plus ces structures-là à se développer et à offrir aux chercheurs leur aide. Donc, c'est le rôle du ministère peut-être et aux programmes et aux initiatives pour connecter l'écosystème entrepreneurial et l'écosystème fermé de la recherche. Oui, effectivement, au niveau du ministère, ce qu'on est en train de faire en fait ces dernières années, surtout par rapport à ce changement et cette dynamique qui commence à être vue et reconnue aussi à l'échelle des structures de recherche, donc l'académique, mais aussi au niveau de l'écosystème tout entier. Donc, on se positionne pour en fait être toujours à l'appui, orienter, aider, mettre les financements orientés vers des projets qui nécessitent en fait beaucoup plus d'argent que le quotidien, que l'académie classique peut-être, mais aussi on essaie aussi de mettre à la disposition de ces porteurs de projets, de ces doctorants, de ces étudiants, aussi aux chercheurs, de l'assistance nécessaire qui pourrait ne pas être disponible dans les structures de recherche. D'accord, très bien. Il y a peut-être un appui quelque part qui ne se fait pas dans le processus académique, mais qui se fait à travers le marché. Et donc, c'est notre présence à ce niveau-là pour aider les porteurs de projets, pour aider surtout essentiellement les doctorants ou les docteurs ou les étudiants ayant ces idées intéressantes, fort intéressantes. De les pousser vraiment vers pour les pousser en fait vers une exploitation avec une assistance et une présence continue avec eux. Super, merci beaucoup. Monsieur Mohamed Yassine, donc, à votre avis, quelles sont les compétences nécessaires pour les chercheurs afin qu'ils puissent réussir cette transition-là et que sont les pièges?
En fait, tout à l'heure, je demandais des conseils à Monsieur Pierre. Donc là, je vous demande à vous, votre avis par rapport à ces compétences-là, peut-être enfuies, dont les chercheurs, ils ne s'en rendent même pas compte, et les pièges absolument à éviter en quelques mots, s'il vous plaît. Très bien. En fait, la première chose, le fait qu'ils soient des chercheurs, il est primordial de comprendre le phénomène entrepreneurial. Ça veut dire que il faut vraiment qu'ils se documentent sur les dynamiques entrepreneuriales et comment un entrepreneur va se développer tout le long de son parcours. Le deuxième point, c'est vraiment sortir de sa zone de confort et aller chercher des recherches-actions plutôt qu'une méthodologie classique. Donc ça va leur permettre d'être confrontés à la réalité. Maintenant, revenons un peu aux compétences. On parle effectivement beaucoup de soft skills, mais effectivement, la recherche dans le monde de l'entrepreneuriat a montré qu'il y a ce qu'on appelle les compétences socles, à savoir les compétences sociales qui sont la communication et la coopération, les compétences cognitives qui sont la résolution de problèmes et la rétroaction, la rétrospective, et enfin l'agilité, ça veut dire que essayer vraiment de travailler avec les ressources qu'on a entre les mains pour essayer de produire ce qu'on appelle un MVP, un Minimum Valuable Product, de ne pas aller forcément chercher la solution miracle qui sera un peu, qui va résoudre tous les problèmes. Mais faire des livrables partiels, les confronter au contexte socio-économique, c'est comme ça que nous allons réussir, plutôt maximiser les chances de produire un travail de recherche ou une recherche appliquée. Et enfin, c'est vraiment analyser les données, avoir des compétences d'analyse des données, plus ce qu'on appelle les techniques de marketing, surtout liées à l'image de marque personnelle en tant que chercheur, notamment sur les réseaux sociaux, plus particulièrement les réseaux sociaux professionnels. Aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir cette visibilité pour pouvoir marketer au mieux ces travaux de recherche. Et enfin, bien évidemment, il y a les deux points qui est de s'associer aux initiatives, que ce soit de l'université ou les initiatives personnelles dans le réseau des chercheurs eux-mêmes, aux projets, aux initiatives qui sont dans tout ce qui est développement durable ou des projets à impact. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on voit que 80%, si ce n'est plus, des financements ou des supports en termes de compétences de coaching sont dans ce contexte-là, dans ce domaine des ODD, des objectifs de développement durable. Et je pense que l'AUF aujourd'hui est une initiative qui constitue une opportunité immense pour nos doctorants pour pouvoir acquérir ces compétences-là et vraiment tester vraiment dans un contexte réel leurs travaux de recherche et comment éventuellement ils peuvent le faire. Super. Voilà. Merci beaucoup Mohamed Yassine. Donc Madame Sabouelji, juste une dernière question rapidement parce qu'on a parlé tout à l'heure énormément du Mobidoc et c'est super important ce dispositif, mais en quelques mots, c'est quoi les autres dispositifs, les autres programmes de la MPR? Parce que j'en suis sûre, vous en avez plein et c'est ça votre mission en fin de compte. Oui, tout à fait. Donc notre mission, c'est le rapprochement réellement, c'est l'interfaçage entre les deux mondes et donc les autres mécanismes qui existent au niveau de la MPR, qui en a plein, qui sont plutôt mis en place à travers des projets de coopération internationaux. Donc, nous avons les bureaux de transfert de technologie, qui sont des bureaux qui existent et qui sont au niveau des universités et des centres de recherche. Et donc, au niveau de ces bureaux de transfert de technologie, il y a des agents de transfert qui permettent de diriger, que ce soit le staff universitaire, les enseignants-chercheurs, que ce soit les doctorants, les post-docs. Donc, ils peuvent y aller à ces bureaux de transfert de technologie pour leur diriger vers la bonne solution et vers les outils qui existent pour l'aider à trouver son but. Ça, c'est un premier niveau. Un deuxième niveau concernant l'entrepreneuriat, donc depuis 2016, donc le personnel de l'AMPR se dotait des formations et des capacités dans plusieurs domaines, entre autres, pas que l'entrepreneuriat, le management de projet, la propriété intellectuelle, tout ce qui est contractualisation, tout ce qui est entrepreneuriat, entre autres. Donc depuis 2016, l'AMPR, elle offre des formations, donc que ce soit au niveau des universités pour les enseignants-chercheurs ou pour les jeunes chercheurs, donc doctorants et post-doc, aussi bien donc à travers 2 projets internationaux dont elle gère
cette période-là, donc le projet PPI Formed et le projet IntechMed, donc elle essaie de mettre en place, surtout avec le projet IntechMed, elle essaie de mettre en place un incubateur. Donc, pour accompagner 12 projets pilotes, commençant par le projet IntechMed, mais cet incubateur, il sera hébergé à la MPR et du coup, donc, il va terminer ses travaux même après le financement de IntechMed. Il faut qu'on encourage les étudiants et les chercheurs d'aller voir sur votre site tous les programmes pour les inciter à saisir les opportunités. Tout à fait. Donc, nous sommes, notre communication, elle est au niveau du site, au niveau des pages, des réseaux sociaux, donc Twitter, LinkedIn, Facebook, etc. Donc, on essaiera de toucher toute la population et surtout que la MPR, elle entre sur un projet qui touche beaucoup la jeunesse. Donc, le projet Science Without Force Society, donc la science pour et avec les jeunes. Donc, à travers ce projet, on aura des thèses Mobidoc et des postdoc Mobidoc, Inch'Allah, qui seront financés. Donc, d'ici début de l'année prochaine, on aura un appel, Inch'Allah, Mobidoc. Il y aura aussi 2 autres axes qui travailleront beaucoup plus avec les jeunes pour tout ce qui est créativité. Donc, une composante jeunesse créativité et une composante de débat national avec les jeunes sur la science. Très bien, merci beaucoup. En fait, le débat il est tellement riche qu'on a du mal à arrêter. On a dépassé un petit peu le temps, mais je vais demander à Madame Jihen, donc au nom de l'AUF, de clôturer cette table ronde. Moi, je me permets de donner un petit conseil aux doctorants qui sont parmi nous, mais ceux aussi qui sont en train de nous suivre sur le live. Donc, ayez cette ouverture d'esprit. Donc, c'est important pour vous de développer vos capacités à expliciter vos découvertes et vos créations, de les soumettre aussi au jugement de vos pairs et de la communauté scientifique, de penser, d'avoir un peu de recul et de penser l'impact de votre travail de recherche sur la société. C'est très important pour vous aussi de développer vos capacités, vos compétences, vos soft skills et d'aller vers des programmes qui sont menés par des universités ou dans les réseaux des chercheurs. Donc, c'est très important. Donc, ce sont des expériences très importantes pour développer vos compétences et votre expertise. Donc, allez-y. Donc, c'est important. Ne restez pas cloisonnés dans vos laboratoires. Donc, allez-y, ouvrez donc votre esprit et travaillez avec les autres et confrontez vos travaux de recherche avec la société, avec les besoins du monde qui vous entoure. Merci Madame Jihen, merci à l'AUF et merci à tous nos panélistes, donc Monsieur Mohamed Yassine, Madame Zoha, Madame Elim, Monsieur Pierre. J'ai eu le plaisir donc de modérer cette table ronde et je crois que le timing n'est jamais assez pour parler de ce genre de sujet parce qu'il y a tellement à dire et ça intéresse tellement les doctorants et les chercheurs. Donc malheureusement, on ne va pas pouvoir prendre des questions, mais on les a pris sur le chat et on va y répondre donc question par question. Donc chers doctorants, donc chères personnes qui nous écoutent, hein, donc suivez nos pages, les lives pour les formations, les tables rondes, il y en a d'autres. Et pour les doctorants, on va poursuivre l'accompagnement et le mentoring et on va travailler sur les projets. Merci beaucoup et à très vite.